Le troc, puis l'or, puis les pièces, les billets et enfin le virement bancaire. Ça semble assez évident. Mais est-ce qu'elle est aussi simpliste que ça, cette histoire des moyens d'échange? Dans une série de vidéos dont vous regardez le premier épisode, nous allons vous proposer de découvrir non seulement comment, mais aussi pourquoi les humains sont passés en quelques millénaires du troc jusqu'au virement bancaire. Les échanges ont toujours accompagné la vie humaine. Avant même l'apparition de l'agriculture, au temps des chasseurs-cueilleurs nomades, les humains s'échangeaient des biens et des services. Un tailleur de pierre paresseux pouvait échanger un silex contre de la viande de mammouth, et ainsi se nourrir en évitant une épuisante partie de chasse. De la même manière, un chasseur impatient pouvait échanger une partie de son mammouth contre un silex, et ainsi s'éviter la longue et fastidieuse fabrication d'un tel outil. Cette manière d'échanger un bien ou un service contre un autre de valeur jugée équivalente s'appelle le troc. Vers le 9e millénaire avant notre ère, en Mésopotamie, les humains abandonnent progressivement la chasse et la cueillette pour se lancer dans l'agriculture et l'élevage. Les cultivateurs et éleveurs commencent alors à produire bien plus que le nécessaire pour se nourrir eux-mêmes. Plutôt que de laisser cet excédent de nourriture se perdre dans leur garde-manger, ils l'échangent par le troc contre toutes sortes de choses. 1 kilo de blé s'échange alors contre un vase, un mouton s'échange contre une hache, du lait s'échange contre une journée de travail au champ. Le problème du troc, c'est qu'il implique d'échanger des choses de valeur jugée équivalente. Prenons quelques exemples. Julia est pêcheuse. Mehdi, lui, est producteur de choux. Un jour, au retour de sa pêche, Julia rentre avec un beau poisson. Mais elle a envie de manger du chou. Elle propose donc à Mehdi un échange. 2 choux contre un poisson. L'échange semble équitable, et Mehdi n'est pas contre l'idée de manger du poisson. Toutes les conditions d'un bon troc sont réunies. Le poisson est donc immédiatement échangé contre les 2 choux. Et Julia et Mehdi peuvent rentrer chez eux profiter d'un bon repas. La semaine suivante, Julia rentre de sa pêche non pas avec un poisson, mais avec une baleine. Mehdi, qui organise justement un grand festin, propose à Julia de lui échanger sa baleine contre des choux. Les 2 marchands tombent d'accord sur un échange. Une baleine contre 100 caisses de choux. Ici, impossible d'échanger sur le fait de toutes les denrées. En effet, Julia aime les choux, mais elle ne se voit pas en manger 100 caisses avant leur date limite de consommation. De plus, Mehdi étale sa production de choux sur toute l'année. Il n'a donc pas 100 caisses de stock à disposition pour cet échange. Les termes de la transaction sont donc définis de la manière suivante. En l'échange de la baleine de Julia, fournie immédiatement, Mehdi lui livrera 10 caisses de choux par mois pendant 10 mois. Le problème posé par le troc direct est donc résolu. Il ne reste plus qu'à trouver un moyen de garder une trace de cette décision. En d'autres termes, il faut créer une écriture comptable. L'enregistrement des échanges se fait par oral. On officialise la transaction devant des témoins qui en gardent les termes en mémoire. Ces témoins sont généralement des membres importants de la société dans laquelle l'échange est effectué. Souverains, anciens du village ou chefs de famille par exemple. On peut leur faire confiance et leur autorité leur permet d'assurer le respect du contrat. Cependant, la mémoire humaine n'étant ni infinie ni infaillible, il arrive que le contrat soit oublié ou modifié avant le paiement complet de la dette. Une solution apparaît vers 3300 avant notre ère en Mésopotamie. Des pictogrammes inscrits sur une tablette d'argile permettent d'enregistrer les termes du contrat. Par ce nouveau système d'échange, l'enregistrement devant témoins ou par écrit, les humains ont inventé la dette. Lorsque Julia vend sa baleine contre un paiement en choux étalé sur plusieurs mois, elle devient créancier de Mehdi, qui est son débiteur. Le créancier est la personne qui doit se faire rembourser la dette par l'autre. Le débiteur est celui qui doit rembourser la dette. Aussi, Mehdi doit envoyer chaque mois 10 caisses de choux à Julia, et ce, jusqu'à ce que l'intégralité de la dette soit remboursée, c'est-à-dire pendant 10 mois. La confiance est déterminante dans ce mode d'échange. En effet, le débiteur doit être confiant dans le fait qu'on lui remboursera sa dette en intégralité, sinon il ne prête pas. Cette confiance en l'échange est donc liée à 2 choses. Premièrement,
l'assurance que les termes du contrat ne seront pas perdus ni modifiés, c'est-à-dire que la tablette ou les souvenirs des témoins ne seront ni détruits ni modifiés. Et deuxièmement, l'assurance que le système de la dette peut contraindre le créancier à payer s'il ne le fait pas de lui-même. Malgré cette évolution, deux problèmes majeurs subsistent. Le système des écritures comptables étant basé sur la confiance, il fonctionne très bien quand les deux acteurs de l'échange peuvent se référer à l'autorité de leur village, région ou pays pour enregistrer les dettes et en assurer le paiement. Cependant, comment faire pour échanger à l'étranger? Celui ou celle qui veut échanger avec un marchand étranger doit trouver un moyen de s'assurer que sa dette sera remboursée. Or, il est impossible de trouver des témoins en lesquels les deux acteurs auraient confiance, puisqu'ils ne sont pas soumis à une autorité commune. D'autre part, le troc est toujours un exercice difficile. En effet, on ne peut pas échanger n'importe quel produit avec n'importe qui. Il est nécessaire que chacune des deux parties ait envie d'acheter ce que l'autre propose. À ces deux problèmes, une solution s'impose spontanément sur toute la surface du globe. L'utilisation de monnaie-marchandise. Le principe est simple. Pour obtenir un produit, je dois trouver une personne qui, non seulement propose ce que je cherche, mais aussi cherche ce que je propose, sans quoi elle n'a pas intérêt à l'échange. Son offre doit correspondre à ma demande, mais mon offre doit également correspondre à sa demande. Mais si je possède un produit que tout le monde veut, mon offre correspond à la demande de tout le monde. Il me suffit donc de trouver quelqu'un qui offre ce que je cherche, et il ne me reste plus qu'à négocier mon prix, ce qui facilite grandement les échanges. Or, ce genre de produit que tout le monde veut existe. Il en existe même beaucoup, qu'ils soient spécifiques à une culture ou largement répandus. Le sel, qui conserve la nourriture, les métaux, avec lesquels on fabrique des outils et des bijoux, mais aussi les coquillages, les fèves de cacao, le tabac, les outils en bronze, etc., etc. Toutes ces marchandises ont une forte valeur intrinsèque, c'est-à-dire une forte valeur en eux-mêmes, ce qui en fait de bons produits que tout le monde veut. Rapidement, ces produits que tout le monde veut deviennent recherchés autant pour leur valeur intrinsèque que pour la facilité d'échange qu'ils permettent. Ils s'imposent donc progressivement en tant que monnaie d'échange. On les appelle aujourd'hui des monnaies marchandises. Une bonne monnaie marchandise doit avoir d'autres avantages. Être facile à transporter, être assez rare pour conserver une valeur à peu près stable, se conserver longtemps sans se détériorer, toujours pour conserver sa valeur, et enfin être facilement divisible, pour permettre l'échange contre des choses de valeur différente. Reprenons l'exemple de Julia, notre pêcheuse de baleines, mais cette fois dans un système où l'or s'est imposé comme monnaie marchandise. Julia trouve un nouvel acheteur pour une baleine, Omar, producteur de choux du pays voisin. Une baleine vaut toujours 100 caisses de choux, mais suite à son dernier échange, Julia n'est pas très partante pour passer encore un an à manger uniquement des choux. Et Omar, lui, n'est pas très partant pour livrer d'un pays à l'autre 10 caisses de choux par mois pendant 10 mois. De plus, Julia veut être sûre que sa baleine sera payée en entier, ce qui n'est pas garanti si Omar contracte une dette envers elle. En effet, si Omar décide de ne livrer que les 10 premières caisses de choux, puis de déménager avec sa baleine à l'autre bout du pays sans livrer les 90 caisses restantes, Julia ne pourra en appeler à personne pour lui faire honorer son contrat, puisqu'aucune personne ou institution n'a autorité en même temps sur elle et sur Omar. Omar lui propose donc d'échanger la baleine contre un lingot de 250 grammes d'or à livrer en une seule fois. Julia s'empresse de conclure l'échange, sachant qu'elle pourra plus tard échanger cet or contre n'importe quelle nourriture, et ce indéfiniment, puisque son lingot ne se détériorera jamais. De plus, cette solution lui permet de ne pas s'encombrer d'un débiteur qui pourrait ne pas vouloir payer ses dettes. Ainsi, les monnaies marchandises sont des moyens efficaces d'échanger de la valeur de manière simplifiée, et suppriment en partie les besoins de créer de la dette. L'utilisation des monnaies marchandises s'imposant progressivement de manière spontanée dans une économie de troc, il est difficile d'en dater l'apparition. On a cependant de nombreux exemples anciens de leur utilisation.
Le thé, sous forme de briques de thé de différentes qualités, est utilisé en tant que monnaie du 9e au 20e siècle en Extrême-Orient. Les coquillages kauris, présents en différentes tailles et couleurs, sont utilisés dans le Pacifique, en Extrême-Orient et dans presque tous les pays d'Afrique, et ce jusqu'au XXe siècle. Les peuples natifs de la côte ouest des États-Unis et du Canada, au XIXe siècle et au début du XXe, utilisaient des plaques de cuivre ouvragées en tant que monnaie marchandise. Tandis que chez les Celtes au début de notre ère, c'était plutôt des rouelles en bronze de différentes formes. Dernier exemple, les légionnaires romains qui recevaient une partie de leur solde en sel. C'est d'ailleurs de là que vient le mot salaire. Ainsi, les échanges de valeurs entre humains se font à l'origine par le troc. Ceci leur permet de se spécialiser dans une production et de ne pas laisser se perdre le surplus qu'ils n'utilisent ou ne mangent pas. Cependant, le troc direct ne permet pas d'échanger des produits périssables ou de valeurs trop différentes. C'est pourquoi la comptabilité, et donc la dette, sont inventés. Les échanges, une fois enregistrés sur une tablette d'argile ou à l'oral devant témoins, peuvent s'étaler sur une longue durée, le paiement total de la dette étant assuré par l'autorité locale. Les monnaies marchandises, des produits de grande valeur intrinsèque, facilement transportables, relativement rares, conservables sur une longue durée et divisibles, font progressivement leur apparition. Ces monnaies marchandises facilitent grandement les échanges en simplifiant les rapports d'offres et de demande entre les potentiels partenaires commerciaux et en permettant les échanges entre marchands qui ne dépendent d'aucune autorité commune sans passer par de la dette. À l'échelle mondiale, les sociétés humaines se sont donc engagées dans une recherche de facilitation des échanges qui est bien loin d'être terminée. Si vous voulez comprendre comment nous sommes passés de monnaie en coquillage ou en sel jusqu'aux moyens d'échange que nous utilisons actuellement, je vous invite à regarder nos prochaines vidéos, à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas à consulter les sources citées dans la description.